bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes comme d'habitude sur la chaîne PlaySmart, je suis Playmove et aujourd'hui ce que je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal de monde qui en réalité c'est un peu flou pour eux les LLM et les IA, comment ils fonctionnent aujourd'hui. On va quand même rester sur je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement global assez synthétisé, assez simplifié pour que vous compreniez en tout cas la logique qu'il y a derrière. Et ensuite on regardera les 5 cas concrets, 5 questions et 5 prompts, comment on réalise des prompts dans le langage en gros de l'IA pour qu'on soit mieux compris, en tout cas qu'on limite le champ des possibles pour l'IA et qu'on ait une réponse qui convienne mieux à notre demande et à nos attentes. On va passer du coup directement à un petit PowerPoint que je vous ai préparé. Donc je vous l'affiche ici. Du coup, la première chose, c'est qu'un LLM, c'est des probabilités. Donc là, c'est ce que je vous ai mis, la logique probabiliste d'un LLM. Un LLM ne comprend pas comme un humain, il ne réfléchit pas. Il exécute un processus statistique d'une puissance inouïe. Et voici le processus. La première chose, il fait de la tokenisation. Je vais vous expliquer après en détail ce que c'est, vous comprendrez mieux. Ensuite, il prend tout ça pour en faire de la vectorisation. Il met ces éléments dans un espace vectoriel. Et ensuite, là, il fait des calculs de probabilité. Je vous explique un peu plus en détail ici. Comment un LLM pense en 3 étapes. Donc je vous disais la tokenisation et l'encodage. Qu'est-ce qui se passe quand vous lui posez la question comment améliorer mes prompts par exemple? Eh ben il va le découper, il va en faire des tokens, c'est ce que je vous disais avant. Donc un token en français c'est un jeton, ok? Donc il va faire comment améliorer mes prompts. Et ça c'est un token, etc. Donc la demande est découpée en, je vais réécrire en dessous, en jetons. Et puis chaque jeton est converti en une série de chiffres. C'est ce qu'on appelle l'encodage. Grâce à cette série de chiffres et à cet encodage, on passe à la partie 2 qui est la vectorisation. Donc ça c'est la carte des concepts. Vous avez un très bel exemple ici qui est donc roi-reine où en fait il va associer dans un espace vectoriel, un petit peu le nuage de points que vous avez derrière, des mots et donc du coup la suite logique des mots qui puisse y avoir à la suite de ça dans un espace vectoriel. C'est-à-dire qu'on n'est pas que en 2D, on est clairement dans de la 3D pour voilà, c'est ce que j'avais indiqué en dessous. Donc ces chiffres deviennent des coordonnées dans un espace vectoriel. La distance et la direction entre les points définissent le sens et les relations entre les concepts. C'est-à-dire que si vous devez dire de quelle couleur était le cheval blanc dans les 4, cette question et cette phrase a été posée 1000 fois et donc il sait que dans ces phrases, quand elle a été écrite dans un espace vectoriel, la réponse derrière c'est le blanc. Donc partie 3, le calcul donc des probabilités, c'est ce que vous voyez donc la liste de points dans un espace vectoriel. Donc l'IA ne crée pas, elle prédit, elle calcule le prochain jeton le plus probable pour compléter la séquence mot après mot. C'est très important ça, puisque donc, le secret révélé, guidé et non interrogé, l'IA, donc comment améliorer ses prompts, et c'est ce que je viens de vous dire. En fait un prompt vague crée un espace de recherche immense. C'est-à-dire, si vous êtes trop vague, et j'en parlais dans des vidéos précédentes, et si vous n'êtes pas assez dirigiste dans vos prompts, vous pouvez pas perdre l'IA, elle sera pas perdue, elle s'y retrouvera, mais vous aurez une réponse qui correspondra moins à vos attentes et à vos besoins. Okay, donc un prompt vague crée un espace de recherche immense. L'IA doit piocher dans un volume de mots trop élevé, la probabilité d'une réponse hors sujet augmente. Vous avez donc en tant qu'expert en marketing digital par exemple, un prompt optimisé réduit drastiquement l'espace de zone de recherche pour l'IA. Vous guidez l'IA vers la bonne zone de la carte en maximisant la probabilité d'une réponse pertinente. Donc voilà pourquoi un prompt précis, même sur un modèle standard, sera plus efficace. Donc vous faites 90% du travail de ciblage pour l'IA. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de personnes ne vont pas utiliser ça. Je vous l'ai dit, je vous le fais en très gros puisqu'après on va voir des vrais exemples entre un prompt basique et un prompt optimisé. Donc là c'est des schémas de conception d'agents IA. Qu'est-ce qu'aussi une IA va pouvoir faire au-delà de ce schéma de l'idée probabiliste de son raisonnement. Donc elle a une possibilité ils ont pour certains, pas tous, mais donc tous ceux qui sont par exemple là le dernier ChatGPT, donc le 5.2 actuellement Thinking, a de la réflexion. Donc l'agent évalue ses propres résultats pour s'auto-corriger et s'améliorer en continu. Par exemple GitHub Copilot qui affine son propre code. Utilisation d'outils, vous avez des tool use, donc là l'agent interagit avec des outils externes, API, base de données, web, pour dépasser ses connaissances initiales. Exemple, accéder à des informations en temps réel. Donc ça, les tools, vous les avez vus il y a un bon moment sur ChatGPT, mais là vous pouvez même connecter des outils sur les IA, donc c'est ce qu'on appelle les MCP, c'est Anthropic, donc la société qui fait Claude qui a créé ça, là, les MCP, et aujourd'hui tout le monde utilise cette façon de connecter des outils à des IA pour pouvoir y mettre plein d'autres choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous pouvez communiquer par exemple avec votre espace Notion directement depuis votre application de ChatGPT. Ensuite il y a des agents de planification, donc l'agent là décompose les tâches complexes en sous-tâches logiques et les organise. Par exemple la Hugging GPT qui coordonne plusieurs modèles d'IA. Nous on l'avait vu avec l'agent Neo de Flowit qui lui pareil décompose en sous-tâches etc. ou Minimax agent le faisait aussi, enfin bref, beaucoup font ça dorénavant. Et les multi-agents, donc la délégation de tâches à des agents spécialisés qui communiquent et collaborent pour atteindre un objectif
objectifs communs. Par exemple, donc les frameworks comme AutoGen ou ChatDev. Là, on va un peu plus loin. C'est pas trop chiant, c'est pour que vous sachiez qu'il y a tous ces éléments-là qui viennent s'ajouter à ce qu'on a vu au préalable. Donc l'art du dialogue, c'est ce que je vous dis. Donc il y a en gros 6 piliers pour un prompt stratégique. Il va falloir faire pour réduire cet espace vectoriel et donner que l'IA puisse mieux cibler du coup ses probabilités de réponse. Il faut lui donner un rôle. Donc qui est l'IA, donnez-lui une expertise. Donc ça présélectionne une zone dans l'espace vectoriel. C'est ce qu'on disait d'avant, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut minimiser l'espace. D'ailleurs pour plusieurs choses, pas que pour avoir une bonne réponse, mais pour limiter déjà le temps de réponse. Ça va vous permettre d'avoir un temps de réponse quand même plus court. C'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous pensez à l'écologie, un prompt bien fait utilisera moins en fait de nécessité de calcul qu'un prompt trop large, tout simplement. Donc lui fournir des tâches et des objectifs. Donc qu'est-ce que votre IA doit faire précisément? Il faut le définir la destination en gros sur la carte, donc toujours dans cet espace vectoriel. Lui donner un contexte, quelles sont les informations de fond nécessaires. Ça affine aussi le chemin et élimine les ambiguïtés. Aussi le format de la réponse, c'est important. Comment la réponse doit-elle être structurée? Évidemment, si vous le savez, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas d'idée ou d'envie de structure particulière, le laisser libre de faire ce qu'il souhaite. Mais si vous savez ce que vous voulez, dites-le dans votre prompt, c'est important. Donc ça contraint la forme de la séquence de jetons de sortie. Des contraintes, qu'est-ce que l'IA ne doit pas faire? Ça c'est pareil, c'est important. Vous le verrez surtout beaucoup dans les IA qui génèrent de la vidéo ou de l'image pour dire, je sais pas, je veux un chat roux dans la neige, mais surtout, je veux pas qu'il ait plus de 4 pattes. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça ferme les chemins indésirables. Et encore mieux, là du coup, vous pouvez, ça c'est ce qu'ils appellent le few shot prompting, c'est-à-dire que si vous avez déjà des éléments à lui fournir de réponses qui vous ont convenu, dans ce cas-là, vous lui donnez carrément des exemples de ce que vous attendez de sa part. Donc là, c'est montrez-lui un exemple de ce que vous attendez, c'est le guidage le plus direct et le plus efficace qu'il puisse y avoir. Donc c'est pour ça que par exemple, utiliser les projets sur ChatGPT ou les GEMS sur Gemini, par exemple, c'est le cas aussi sur d'autres IA qui ont d'autres noms, etc. Mais du coup, ça leur permettra de se baser sur des exemples de réponses que vous attendez sur un formalisme, etc. Et donc du coup, vous donnez à la fois des exemples, ça fournit un format et des contraintes puisqu'ils voient déjà ce que vous avez eu comme réponse qui vous ont convenu. Alors, au-delà des instructions, les structures de raisonnement de l'IA. Alors, on parle souvent des chaînes de pensée, donc chain of thought. Vous en entendrez souvent parler. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur beaucoup d'IA maintenant. C'est le cas justement pour tous, en fait, pour Claude, Gemini, pour les plus gros là. C'est le cas. Vous voyez, il vous met en fait son schéma de pensée et ce qu'il a fait par la suite. Donc là, vous avez, donc on demande à l'IA de raisonner de manière séquentielle, efficace pour les problèmes linéaires. Ça, c'est ce qu'elle va faire les 3/4 du temps quand vous prenez les modèles Thinking, Gemini 3 Pro par exemple, ou GPT 5.2 Thinking, ils le feront par défaut. Par contre, vous avez le tree of thought. Donc là, on demande à l'IA d'explorer et d'évaluer plusieurs pistes de raisonnement en parallèle, de faire des choix et de revenir en arrière, donc de faire du backtracking si nécessaire, si elle voit qu'un chemin qu'elle a emprunté, finalement, ne sied pas à la réponse qu'on attendait. Donc avec le TOT, donc le tree of thought, là, vous ne demandez pas une réponse, vous demandez une stratégie de résolution. Donc vous donnez l'architecte de sa pensée. Là, on va un peu plus loin, mais c'est pour expliquer encore une fois, il y a plusieurs façons de faire, il y a même tout un tas de choses. Dans même les réglages des IA, vous avez aussi la température, on n'ira pas du tout là-dessus, mais pour ceux qui ont une petite idée de quoi je parle, vous voyez qu'il y a tout un tas de curseurs et de paramètres en réalité qu'on peut changer en fonction de comment on utilise l'IA. Voilà. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'industrialiser l'excellence, donc la persistance du contexte. En fait, si vous avez toujours, là, nous, on va utiliser un contexte, par exemple, dans les exemples que je vais vous fournir, de personnes qui sont en train d'être sur leur première année de DCG, donc diplôme de comptabilité générale. Pour le coup, on peut clairement le mettre dans les custom instructions, c'est ce qu'il vous met ici. Ça veut dire qu'à chaque fois, il aura, donc qui êtes-vous? Vous l'avez comme exemple en dessous, ici. Vous lui dites, je suis un étudiant de première année qui va passer à la fin de l'année son DCG, etc., etc., etc. Et ça lui permettra à chaque fois d'avoir toujours ce contexte, de ne pas le remettre à chaque fois dans tous vos prompts, alors qu'en réalité, c'est une vérité générale. Donc, autant le mettre et personnaliser vos custom instructions, c'est important et c'est très utile. Vous pouvez par contre, bien sûr, comme je l'ai dit avec les projets, avoir des instructions qui, elles, seront pas globales, puisque les custom instructions seront globales, ça veut dire que c'est le contexte général que vous fournissez et qui sera pris en compte à chaque fois, à chaque requête que vous allez faire, chaque prompt à votre IA, là où dans les projets, ce que vous indiquerez comme information dans le projet sera lié effectivement
uniquement au projet en question. Donc quel est l'intérêt? C'est du gain de temps, hein. Réduit la longueur des prompts de 40 à 60%, la cohérence, donc garantit un style et un format constant sur toutes les conversations, et l'efficacité puisque ça transforme ChatGPT en assistant préconfiguré pour vos besoins. Donc et là c'est comment voulez-vous que ChatGPT réponde? Là donc c'est toujours la même chose, répondre de telle façon. Ensuite la fiabilité et les hallucinations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une IA elle peut vous dire de très très grosses conneries et elle va vous le dire avec très grande assurance. Ça, je vous ramène à la première partie qui était la logique probabiliste de l'IA. Il y a bien sûr plusieurs choses pour pallier à ça, et pas les constructeurs mais en tout cas les développeurs, donc OpenAI, Anthropic, etc. travaillent sur les modèles et sur leur chaîne de pensée justement, et sur leur système prompt pour que, alors je vais pas expliquer le système prompt. Le système prompt c'est un prompt de base qui est fait sur toutes les IA auxquelles vous n'avez pas accès. Il est défini par l'entreprise qui vous fournit l'IA. C'est le prompt système, donc c'est un prompt qui est là à chaque demande que vous faites mais que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne voyez pas. Ça l'ancre en fait dans la date, dans tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous renseigner sur le système prompt. On va pas aborder le sujet là en longueur ici. En tout cas, du coup, les hallucinations, donc c'est vous dire n'importe quoi, c'est ce que j'avais indiqué ici. Donc une réponse plausible mais factuellement incorrecte ou non fidèle à la source, ce n'est pas un bug mais une conséquence de la nature probabiliste du modèle. Il optimise la plausibilité par la vérité. Donc vous avez après sur la droite une stratégie de mitigation clé, donc les RAG, les Retrieval Augmented Generation. Donc ça ancre les réponses de l'IA sur une base de connaissances externe et vérifiable. Donc l'agent ne se fie plus uniquement à sa mémoire interne, il cite des sources. Ça c'est toujours très intéressant. NotebookLM par exemple de Google est très intéressant pour ça, puisque vous allez lui fournir les sources, il va uniquement se fier aux sources que vous lui avez fournies et vous fournir une réponse par rapport à ça, et pas aller taper sur internet ou pas inventer des éléments s'il ne les connaît pas, puisqu'il fera uniquement avec les sources que vous lui avez fournies. C'est pour ça qu'à la fin ce que je vous indique c'est ne demandez pas sais-tu, mais demandez trouve et synthétise. Le but c'est quand même toujours quand vous faites sur des, là si on parle d'études à nouveau, si vous allez faire un exposé, demandez-lui toujours de citer les sources et de vous fournir les informations et de travailler que sur synthétiser des informations qu'il a trouvées. Voilà, et de toujours travailler de ce point de vue-là. Et il me semble qu'on a fini. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer le fonctionnement de l'IA déjà dans les grandes lignes. Ça vous donne quand même, je pense pour beaucoup plus d'informations sur le fonctionnement, la logique en fait de l'IA. Logique toujours probabiliste, ce n'est que des probabilités. Enfin que c'est avant tout des probabilités sur lesquelles après on vient mettre tout un tas d'éléments pour justement contenir ces probabilités et faire en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Donc je vous ai fait 5 prompts. Un prompt très basique qui est le prompt normal que font 95% des gens, et un prompt plus évolué avec les règles qu'on a vues au préalable. Donc là je lui ai dit qu'est-ce qu'un bilan comptable? Simplement je sais pas ce que c'est, j'ai envie qu'il m'aide et qu'il m'explique. Donc il vous donne les informations, donc c'est un document financier obligatoire qui donne une photo de la situation, à quoi ça sert, il permet de savoir, c'est un outil clé. ChatGPT est quand même fort, hein. Il vous donne de toute façon là quelque chose qui est quand même structuré, intéressant, lisible, ça reste pas mal. Ok, donc on n'est pas sur quelque chose d'incorrect et de fondamentalement mauvais. Par contre, on veut nous le guider plus, on veut quelque chose qui correspond plus à nos besoins et qui à chaque fois tape dans le mille. Là c'est pas forcément le cas puisqu'on lui a juste demandé ce que c'était, donc il nous a donné de l'information mais peut-être un peu trop ou peut-être pas comme on voulait. Donc ce qu'on peut faire c'est par contre lui faire ce qu'on a vu précédemment. Donc on lui fournit dans un premier temps un rôle. Donc là tu es un professeur de comptabilité expérimenté pour les étudiants de DCG de première année. Ta tâche c'est d'expliquer la structure et l'objectif du bilan comptable et le format. Tu organises la réponse en un tableau comparatif à 2 colonnes, actif et passif, avec des exemples d'éléments pour chaque catégorie. Ta contrainte, n'utilise aucun jargon financier sans l'expliquer clairement en une phrase simple. Là on s'est pas amusé à lire toute la réponse, mais potentiellement là-dedans il y avait des éléments qu'on ne connaît pas et qui n'étaient pas expliqués, ce qui peut arriver très régulièrement si on demande un sujet précis à l'IA et que ce sujet précis il sait pas en fait quel est notre niveau de connaissance dessus, et ben il va pouvoir nous dire des termes hyper complexes alors que nous on n'aura aucune information, on ne comprendra rien. Donc là voilà ce qu'il nous a fait avec ce prompt quand même plus travaillé. Donc voici une explication claire et structurée du bilan comptable adapté pour des étudiants DCG1 sous forme de tableau comparatif, actif, passif avec des définitions simples pour chaque terme. Donc là vous avez un objectif du bilan comptable qui expliquait donc simplement, il est clair à retenir actif ce que l'entreprise a, passif d'où vient l'argent pour l'avoir. Vous avez bien votre colonne actif et passif avec ce qu'il y a dedans, donc l'immobilisation, qu'est-ce que c'est, bien destiné à être utilisé durablement, les capitaux propres, et vous voyez que c'est quand même si ici on a une explication globale du bilan comptable avec du coup des informations qui restent intéressantes, là on est quand même sur quelque chose qui en fait vous donne toutes les informations et vous permet d'y revenir et de comprendre très clairement l'entièreté
clarté du bilan comptable et surtout de pouvoir comprendre efficacement un cours. Donc ça, c'est une première chose. Celui-là, en fait, je l'avais fait, je vais vous donner, je vais vous donner à chaque fois l'idée que j'avais derrière ça. Là, en l'occurrence, c'était l'explication de concept dans les grandes lignes, comment on peut se faire expliquer un concept par ChatGPT et que ce soit quand même plus clair qu'un simple prompt de base. Je me suis encore pardon. Deuxième prompt, donc fais-moi une fiche de révision résumée des régimes d'imposition pour les entreprises. Voilà ce qu'il nous a fait. Objectif de la fiche, comprendre les impôts qui s'appliquent, les deux grands impôts, donc les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, entreprises imposées à l'IR, entreprises imposées à l'IS. Il nous a mis quand même pas mal d'éléments, ça reste intéressant. Encore une fois, c'est ChatGPT, donc même de base, il est quand même cohérent, il nous fait des choses intéressantes. Maintenant, voyons voir ce qu'on a pu faire avec notre prompt optimisé. Toujours, on lui a donné un rôle. Donc tu es un tuteur en fiscalité certifié pour des étudiants de niveau L1 CCG. Ta tâche, rédige une fiche de révision synthétique pour les différences entre l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur le revenu pour une entreprise. Format utilise donc des listes à puces pour des avantages et inconvénients de chaque régime et ajoute une section FAQ de 3 questions pour les vérifications de connaissances à la fin. Donc là, on a une vraie fiche de révision qui nous a été faite. Donc IS vs IR, quelle est la différence? Impôt sur le revenu société, l'entreprise est imposée, l'avantage, liste à puces. Donc beaucoup plus clair. Ici, on a de l'information, c'est vrai, mais même s'il y a des listes à puces aussi et tout, ça fait un peu fouillis. C'est pas assez cadré et catégorisé. Ici, c'est quand même plus clair et plus propre pour retenir de l'information et apprendre. On a là, ici, quand même quelque chose de bien plus concret et cohérent. Et aussi, vous voyez, beaucoup plus succinct. On n'a pas de l'information en trop et qui peut-être peut nous perdre, qui serait pas forcément nécessaire. Donc voilà, encore un exemple ici. Donc ça, c'était pour des créations de fiches de révision. Ensuite, on va passer, là, je m'étais mis du calcul et raisonnement par la suite. Donc là, je lui demande comment calculer un amortissement linéaire et donne-moi un exemple. Voilà, je suis pas allé très loin. Donc il nous donne la formule de base, dotation annuelle égale valeur du bien moins valeur résiduelle sur la durée d'utilisation. En pratique, la valeur résiduelle, donc c'est bien, c'est la réalité, ok, il nous donne les éléments, c'est bien. On a même un petit récapitulatif avec un exemple en dessous. Pour le coup, c'est assez succinct, c'est plutôt propre. Là, c'est déjà pas mal. Maintenant, voyons voir avec le prompt optimisé. Donc tu es un expert comptable senior qui forme un stagiaire. Ta tâche, c'est explique la méthode de calcul de l'amortissement linéaire pour une machine acquise de 50 000 € hors taxe, amorti sur 5 ans, méthode de l'année complète. Utilise le raisonnement COT qu'on a vu précédemment. Détaille chaque étape de calcul, entre parenthèses du taux annuel de l'annuité, et montre le tableau de l'amortissement complet pour les 5 années. Ta contrainte, donc là on lui a mis une contrainte, assure-toi que la somme des amortissements est égale au coût d'acquisition. Donc là il nous donne les données de départ. Ok, le principe de l'amortissement. Expliqué très simplement. En linéaire, on répartit le coût du bien de manière égale sur sa durée d'utilisation. Là il nous avait dit quoi? De façon égale, le coût du bien soit... Bon, c'était à peu près la même chose. Calcul du taux d'amortissement annuel. Taux annuel égale 1 sur durée d'amortissement, taux annuel égale 1 sur 5 égale 20%. Calcul de l'annuité d'amortissement, valeur d'origine fois taux, annuité 50 000 fois 20 égale 10 000. Chaque année, l'entreprise constatera 10 000 € d'amortissement. Voilà le tableau d'amortissement en dessous. Vérification des points, donc il vérifie la somme des amortissements. À retenir, là du coup on a les petits points en linéaire, annuité constante, année complète égale prorata temporis. Toujours vérifier que le total des amortissements est la valeur d'origine. Ok, là pour le coup, je pense que le prompt optimisé nous a pas forcément apporté grand chose sur ce cas-là. Un prompt simple, là, enfin pour moi, j'ai toutes les informations et les mêmes sur cette première demande. Mais on voit que pour le coup, on a quand même toujours plus ciblé plus et limité notre espace vectoriel sur cette demande. Ça va être beaucoup plus parlant sur celle-ci, rédaction professionnelle d'un email. Donc là, on lui demande écris un email à mon professeur de comptabilité pour lui demander de l'aide sur un cas pratique où je ne comprends pas la valeur résiduelle. Donc là, il nous a fait un email assez gros en l'occurrence. Donc objet de la demande, compréhension de la valeur résiduelle dans un cas pratique. Bonjour monsieur, madame, je me permets de vous contacter car je rencontre une difficulté sur un cas pratique de comptabilité, plus précisément concernant la notion de valeur résiduelle. Malgré mes recherches et la relecture du cours, je n'arrive pas bien à comprendre. J'ai du mal à savoir à quel moment serait-il possible d'avoir l'un appliqué. Je vous remercie. C'est pas mal, mais c'est peut-être un peu lourdingue. Voilà ce qu'on lui a demandé après sur le prompt optimisé. Tu es un étudiant en DC, donc le rôle, tu es un étudiant en DCG très professionnel et respectueux. Ta tâche c'est de rédiger un email à madame Dupont pour lui demander de clarifier la valeur résiduelle à utiliser pour le calcul de l'amortissement du cas pratique numéro 4. Il connaît pas le cas pratique numéro 4, mais ça va lui permettre de le citer dans le mail. Objectif, obtenir une réponse factuelle sans la déranger. Contrainte, le ton doit être formel, concis et la demande ne doit pas excéder 100 mots. Et vous voyez qu'on a une demande du coup bien plus courte et bien plus digeste par la suite. Donc là, madame Dupont, je me permets de vous contacter concernant le cas pratique numéro 4 relatif au calcul de l'amortissement. Afin d'éviter toute erreur, pourriez-vous me préciser la valeur résiduelle à retenir pour ce cas ou m'indiquer si elle doit être considérée comme nulle? Je vous remercie par avance pour votre éclairage et reste attentif à vos consignes. Ça fait peut-être un peu trop machin, mais vous voyez que la réponse, il a bien pris en compte tous les éléments complémentaires qu'on lui a fournis. Et donc du coup, vous n'allez pas avoir besoin de faire plus de demandes. Déjà, vous n'avez pas de texte en trop pour rien. Donc on a encore une fois eu un espace vectoriel plus intéressant et plus restreint. Et surtout, vous n'allez pas devoir lui redemander derrière
donc tout un tas d'informations pour lui dire dis que c'est le numéro 4 ou changez vous-même toutes les informations derrière. On y sait le maximum de contexte possible, c'est très important. Et le dernier exemple que j'avais en tête, c'était de la génération de questions d'examen. Donc là je lui ai dit rédige-moi des questions sur les stocks et les dépréciations pour me préparer l'examen du DCG. Donc on va regarder un peu le formalisme qu'il nous a fait et les questions, comment il nous a donné ça. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des questions de connaissances de cours. Donc qu'appelle-t-on un stock en comptabilité? Quelle est la différence entre stock et immobilisation? Donc il nous a fait plein de questions qui ont l'air ok intéressantes, mais là vous voyez bien que en fait ce qu'on attend, vu que le but c'est de s'entraîner, c'est quand même d'avoir les réponses à ces questions et de pouvoir bosser dessus. Donc là pour le coup il n'a pas été proactif, il a simplement, et c'est normal, répondu à notre prompt et à notre demande. Par contre si on optimise le prompt, donc là on lui dit en rôle tu es un examinateur de l'épreuve de comptabilité DCG, ta tâche c'est de générer 3 questions de réflexion complexes, donc type analyse de situation, et 3 questions de définition courte et précise sur les chapitres évaluation et dépréciation des stocks. Le format présente le corrigé détaillé pour chaque question immédiatement après la question, séparé par une ligne et des tirets. Donc là vous avez les questions qui sont pour le coup des vraies questions. Vous voyez qu'on n'est pas sur simplement qu'est-ce qu'on appelle un stock en comptabilité. Là votre question c'est une entreprise commerciale détient au 31/12/N, peu importe l'année, un stock de marchandises acquis pour 120 000 euros. À cette date, la valeur du marché, 105 000, etc. Et donc là, à la fin, c'est analyser le traitement comptable à retenir et justifier-le. Donc là, le corriger, ce qui vous dit, c'est le stock doit être évalué à la valeur la plus faible entre le coût de l'entrée, etc. Vous avez un coût d'entrée 120 000 et derrière, il vous détaille. Question 2, une entreprise. Vous voyez qu'on a là des questions quand même bien plus qualitatives et poussées, avec en plus le formalisme qu'on lui a demandé et attendu, où c'est clair et précis. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on a précisé ce qu'on souhaitait, c'est toujours important. Donc évitez de faire des prompts trop génériques et trop simples. Utilisez la méthode, plusieurs façons de la nommer, ces méthodes-là. En tout cas, c'est toujours la même chose, c'est lui fournir ce qu'on a vu en fait précédemment, donc un rôle, un contexte, des tâches, des contraintes, donc les 6 piliers qu'on a vu précédemment en fait, tout simplement, et toujours lui donner le maximum d'éléments possibles, ce que vous souhaitez, et le format de sortie. Voilà, c'est important. Je pense avoir fait le tour ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à m'en parler en commentaire, puisque du coup, oui, puis j'ai pas précisé, mais j'ai tout fait là sur un compte gratuit ChatGPT. Ok, on était sur l'offre de base. Donc je vous mets ici, voilà, il y a 93,8% des gens qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, ça me ferait plaisir et ça permet de faire évoluer la chaîne. Et surtout, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, puisque du coup, ce qu'on pourra faire, c'est regarder des cas concrets pour des révisions, quelle IA on pourrait utiliser et comment faire pour retranscrire les cours, en faire des fiches de synthèse, il y a tout un tas de choses à faire, donc pour des cas concrets ou sinon des cas un peu plus business pour analyser, ressortir de la data sur des Excel, des Power BI ou même tout simplement des PDF que vous avez pu récupérer. Voilà, en tout cas, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!